Bonsoir et merci de suivre cette édition à la une de l'actualité. Au moins 18 personnes ont été tuées et 8 autres blessées hier lors d'un attentat visant un café-restaurant de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'attaque n'a pas été encore revendiquée, même si les autorités évoquent une offensive terroriste. Une coulée de boue meurtrière a touché Freetown, la capitale sierra-léonaise, ce lundi. Plus de 300 personnes ont été emportées par le glissement de terrain qui s'est produit dans une banlieue sud de la ville. Les recherches se poursuivent pour identifier les victimes. En sport, après plusieurs années d'interruption, le tournoi de l'UFOA reprend ses droits, cette fois avec 16 pays. Le tirage au sort s'est déroulé au Ghana, pays hôte de la compétition. Pour son premier match, la Côte d'Ivoire sera face au Togo. Bienvenue dans ce 23h. 18 personnes ont perdu la vie ce dimanche dans une attaque terroriste contre un café-restaurant à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et par rapport à cet événement, je vous donne lecture de ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une très vive émotion que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attentat terroriste survenu au café-restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou le dimanche 13 août 2017 qui a fait plus de 18 morts ainsi que de nombreux blessés. En ces instants particulièrement douloureux, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et lâche et manifester la solidarité de la nation ivoirienne au peuple frère du Burkina Faso. Partageant la grande peine du peuple burkinabé, je voudrais exprimer à vous-même, à votre gouvernement ainsi qu'aux familles éplorées mes condoléances les plus attristées. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes sincères vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Comme annoncé plus tôt, 18 personnes ont perdu la vie ce dimanche dans une attaque terroriste contre un café-restaurant à Ouagadougou, au Burkina Faso. 8 autres personnes ont été blessées. 2 assaillants ont été tués lors de l'assaut des forces de sécurité. Herman Guivé. Avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Depuis son balcon, un homme capte ces images. Des coups de feu retentissent. Le restaurant Istanbul vient d'être la cible d'une attaque terroriste. Selon plusieurs témoins, 3 hommes sont arrivés à bord d'un véhicule de type 4x4 et ont ouvert le feu sur une clientèle qui passait une soirée tranquille. Une soirée tranquille qui vire au cauchemar. La riposte s'organise. La police, l'armée et la gendarmerie donnent l'assaut. Les tirs nourris au départ deviennent ensuite sporadiques. Les assaillants sont mis hors d'état de nuire. Au petit matin, le théâtre des événements reste bouclé par la police, la gendarmerie et par l'armée. Une attaque dont le bilan s'élève à 18 morts et une dizaine de blessés. C'est la 2e fois que des assaillants frappent dans ce périmètre. Un acte de lâcheté et de barbarie selon le ministre burkinabé de la Culture et du Tourisme. C'est inacceptable. Nous condamnons au nom du gouvernement fermement ces actes lâches qui n'honorent pas l'humanité. En ces instants douloureux, nous devons rester forts, nous devons rester déterminés. Le Burkina Faso doit rester debout et s'opposer résolument à ces actes de lâcheté et de barbarie. Les proches des victimes demeurent dans l'inquiétude. Au nombre des victimes, un ressortissant français. Le président français Emmanuel Macron a condamné l'attaque terroriste et exprimé sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles des victimes. Il a également réaffirmé le soutien de la France aux côtés des pays de la sous-région pour poursuivre la lutte contre les groupes terroristes. Pour parler plus amplement de cette attaque terroriste perpétrée contre un restaurant à Ouagadougou, Marie-Laure Ngoran a reçu sur le plateau du journal télévisé de 20h un politologue. Il se nomme Flan Moquet. Voici un extrait de son intervention. On peut expliquer ces attaques par le fait que le Burkina Faso est devenu, depuis la libération entre griffes de l'armée française du Nord Mali, eh bien, le Burkina Faso est devenu une cible pour les terroristes, pour le simple fait que le Burkina Faso est situé dans la zone sahélo-saharienne, donc dépasse sa situation géographique. Le Burkina Faso
est un pays menacé parce que les terroristes cherchent à mettre cette région sous contrôle. Le deuxième facteur explicatif, c'est que le Burkina Faso est engagé pleinement dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le groupe des 5 États dirigé par la France. Et donc cela fait du Burkina Faso une cible évidente. On peut ajouter à cela le fait que même s'il n'y a pas de base arrière de façon officielle, même s'il n'y a pas de présence française de façon officielle au Burkina Faso, il faut noter que le Burkina Faso constitue une sorte de base arrière secrète de la force Barkhane. On pense qu'il pourrait avoir entre 200 et 300 soldats français, et cela peut se comprendre aussi parce que l'activité militaire française peut se mener dans toute cette région à partir de n'importe quel pays de la région. Les États africains seuls ne peuvent pas faire face à la menace terroriste, de toute évidence, parce que la coordination même des opérations, la coordination de l'action qui va conduire à une prise en main de la situation dans la région du Sahel ou bien en Afrique de façon générale, nécessite absolument la mise en commun de toutes les forces, de toutes les synergies. Et nous savons qu'il y a des pays qui ont une longue expérience, qui sont d'abord des puissances militaires, mais en même temps qu'il y a une longue expérience de la lutte contre le terrorisme. Et donc, les pays africains doivent s'approprier la lutte contre le terrorisme, mais les pays africains ne peuvent pas réussir seuls la lutte contre le terrorisme. Si nous comparons la situation des pays africains avec celle des pays tels que la France et la Belgique, qui ont été secoués ces dernières années, on se rend bien compte qu'en France et en Belgique, c'est l'échec des politiques publiques en matière d'intégration qui est à l'origine de cette radicalisation des jeunes. En Afrique, le problème essentiel sera tout simplement l'échec, c'est l'échec des politiques publiques en matière de la réduction de la pauvreté. Donc si nous parvenons à réduire la pauvreté, si des signaux importants sont envoyés en direction des jeunes pour leur dire qu'ils ne sont pas laissés pour compte, des laissés pour compte, et ce qui pourrait les empêcher de se trouver à la croisée des chemins où ils pourraient être emmenés choisir entre le système Mokta, Belmokhtar ou bien Drukdel et les systèmes politiques des États africains, eh bien on pourra, en mon sens, lutter contre la radicalisation de cette façon. Un autre drame, plus de 300 personnes emportées par un glissement de terrain en Sierra Leone. Une coulée de boue meurtrière a touché Freetown, la capitale sierra-léonaise, ce lundi. Le glissement de terrain est survenu à l'aube dans la localité de Régent après une nuit de pluie diluvienne. Il a emporté des dizaines de maisons sur son passage dans cette zone où un grand nombre de bâtiments avaient été construits sans permis. Une partie de la colline surplombant le quartier s'est effondrée sur des habitations. Les autorités cherchent toujours à identifier les victimes et leur nombre exact. Des militaires ont été déployés pour aider dans les opérations de secours. Et suite à ce drame, le président de la République a adressé un télégramme officiel à son Excellence M. Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation et effroi que j'ai appris le drame des éboulements et des coulées de boue survenu ce lundi 14 août 2017 suite à une pluie diluvienne dans une localité de Régent dans la banlieue de Freetown qui a occasionné la mort ou l'ensevelissement de centaines de personnes selon un bilan provisoire. En ces moments de grande douleur, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, présenter à votre Excellence, au peuple sierra-léonais frère et aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère compassion et toute ma solidarité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, a procédé à l'inauguration du centre de santé de Nongon-Figuekaa dans le département de Sinématiali. Cette cérémonie a donné lieu à une fête populaire. La première dame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, a offert un important lot de matériel médical et agricole aux populations de ce département. Montant de ce don, plus de 200 millions de francs CFA. Kader Sogodougou. Nongon-Figuekaa, nous sommes dans le département de Sinématiali.
Les populations sont en fête. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou-Kofi, accompagné du ministre des Transports Amadou Koné et de nombreux cadres du département et leurs invités, inaugurent le centre de santé du village. Un bonheur ne venant pas seul, la première dame Dominique Ouattara, présidente de l'ONG Children of Africa, a encore fait parler son cœur. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA en matériel médical et agricole qui sont remis aux populations du département de Sinématiali. Elle m'a demandé de venir apporter à ses frères et sœurs 3 tracteurs, 2 ambulances et du matériel pour le centre de santé. Un geste salué par les populations avec à leur tête les cadres du département. C'est le lieu de m'associer à tous les cadres du département de Sinématiali pour remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a permis et autorisé la réalisation de ces infrastructures qui reflètent de façon concrète l'importance qu'il accorde à la santé des populations, à l'éducation des enfants ainsi qu'à l'électrification de nos villages. Madame Sangaré, merci de traduire à la Première Dame toute notre gratitude pour cette grande marque d'amour et de générosité. Le gouvernement fera toujours sa part à rappeler la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour la prise en charge médicale de toutes les populations. Mesdames et messieurs, l'accès des populations à des soins de qualité est une préoccupation majeure du gouvernement. Et sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique traduit cette vision sur le terrain. Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'attelle-t-il à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des infrastructures de santé sur tout le territoire national, et plus particulièrement dans la région sanitaire du Poro-Tchologo-Bagoué, d'importants investissements ont été réalisés. Avec un centre de santé neuf, une nouvelle école primaire et l'électrification du village, les populations de Nogofigeka n'ont pas hésité à multiplier les danses du terroir, signe d'un grand bonheur. Un mot d'agriculture, un collège de chercheurs en collaboration avec l'université Félix Houphouët-Boigny et la fondation Bill et Melinda Gates a mis en place le programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire. L'objectif est de lutter contre les maladies du manioc. En effet, un virus induit des pertes de 40 à 70% de rendement dans la production du manioc en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Ami Sissoko. Le manioc en danger. Plus de 4 millions de tonnes sont produites en Côte d'Ivoire par an selon la FAO. Ce tubercule à la base de la tiquée et du placali pourrait voir son rendement baisser. Les feuilles et les tubercules sont détruits par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Les progrès dans la lutte contre cette maladie à travers le programme WAVE, le programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire, ouvre la porte à la phase 2 qui prend en compte une meilleure coordination du projet. Nous prospectons partout en Côte d'Ivoire, partout au Togo, au Bénin, au Nigeria, dans tous les pays où le programme est implémenté, pour faire de la détection rapide. Si nous voyons ce virus quelque part, immédiatement nous prenons des mesures. Nous sommes des experts dans ce que nous faisons, qui est la virologie et la biotechnologie. Nous ne sommes pas des experts en finance, nous ne sommes pas des experts en management, mais nous avons besoin de ces outils pour pouvoir essayer de gérer comme il se doit ce programme. La première phase du programme a permis une meilleure connaissance scientifique de la maladie du manioc, ce qui ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien qui pourrait soutenir la phase 2. Ce programme s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, qui vise entre autres à mettre en œuvre une politique agricole innovante et intelligente, capable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Au terme de cette formation, vous aurez les capacités requises pour concevoir le budget de vos activités, pour gérer les projets à multiples partenaires techniques et financiers. Cette expertise au plan financier vous permettra donc d'atteindre les objectifs assignés à la phase 2 du programme WAVE. Le programme WAVE est financé depuis sa première phase par la fondation Bill et Melinda Gates dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sa coordination en Afrique de l'Ouest est assurée par l'université Félix Houphouët-Boigny.
Dans un autre registre, la région de la Bagoué a fait d'énormes progrès en matière d'éducation. Le taux de scolarisation avoisine les 95% selon les autorités éducatives locales, avec une proportion très importante pour les filles. C'est pratiquement une saine concurrence que se livrent les localités composant cette région. À Papara, par exemple, sous-préfecture de Tengrila, les populations, avec à leur tête les cadres et les jeunes, ont réaffirmé leur engagement pour l'école. Eugène Atoubi. Sur la place publique de Papara, l'apothéose des journées socioculturelles. Cette année, les activités ont été menées autour du thème « Une éducation de qualité pour un développement durable ». Un choix révélateur de la place que les cadres, filles, fils et élus de la grande région de la Bagoué accordent au développement et à la promotion de l'école. Aujourd'hui, l'école est vraiment très fréquentée. Notre conseil, notre sensibilisation est passée, même pas à 100%, mais en tout cas à 98%, on est un peu satisfait. Nous encourageons les parents à ce qu'ils envoient tous les enfants à l'école, filles comme garçons. Plus la fille va à l'école, plus elle est plus consciente du fait qu'elle doit prendre en charge sa famille, plus que les garçons. L'école dans la sous-préfecture de Papara a connu un bond spectaculaire, à la fois quantitatif et qualitatif. La scolarisation a énormément progressé, atteignant cette année 2017 un taux voisin des 98% et une performance exceptionnelle au CEPE. 100% de réussite, dans un contexte de présence d'orpailleurs clandestins. On a exigé que les enfants ne travaillent pas sur des différents sites, puis ce sont encore enfants. Leur droit, c'est d'aller à l'école et puis les résultats, voilà, ne sont pas à discuter. On a fait 100% et je suis fier. Nous sommes les premiers et donc avec les collèges de proximité, nous serons encore toujours premiers jusqu'à l'horizon 2020. Sur la place publique de Papara, la même doléance a été formulée au président du conseil régional de la Bagoué. Papara retient toutefois que la structure de développement régional a déjà construit 3 salles de classe du primaire entièrement équipées en table-banc, comme demandé par la population. Mais pour le collège de proximité d'Henri Papara, l'attente pourrait être encore longue au regard de la minceur du budget d'investissement du conseil régional. Aujourd'hui, pratiquement le taux de scolarisation dans la Bagoué dépasse les 90%. Au-delà du budget, nous négocions avec des frais, nous négocions avec des structures qui donnent des écoles. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons bénéficié de plus de 6 écoles en dons extérieurs. L'école obligatoire aujourd'hui fait que l'exigence des collèges, en tout cas, devient une pression, aussi bien au niveau du Conseil que du ministère de l'Éducation. Et lancer encore l'appel à l'État de nous faire confiance en accroissant nos revenus pour que nous puissions investir et accroître le contrôle. Papara va néanmoins bénéficier à la demande de l'association des jeunes de la sous-préfecture d'un bâtiment de 3 classes portant le nom de Zélé de Papara, cantatrice très célèbre et fille de ce village. Le président Bamba Siama en a fait la promesse. Cela permettra à l'école primaire de Papara son extension pour devenir groupe scolaire capable d'absorber le flux d'enfants qui frappent à la porte de l'école chaque année. L'essor du secteur éducatif est un pont du développement et le développement, il en est question dans le Kabadougou. Le Kabadougou, dont le président du conseil régional s'est rendu sur le chantier du bitumage de l'axe Odiéné-Belegban. Il est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Mamadou Kwasi. Le stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné rénové entièrement avec de nouvelles installations. Une rénovation qui permet au stade de la capitale du district de Denguéré de répondre aux normes internationales. Cette réalisation est l'œuvre du conseil régional du Kabadougou qui veut davantage permettre à sa jeunesse de trouver des activités de récréation. Amener l'équipe de Denguélé à jouer ce match au niveau d'Odiéné. Comme vous le savez, cette activité peut permettre non seulement de relancer l'économie, mais également de sortir des valeurs en matière sportive, et surtout en matière de football. Après les échanges avec l'ONS, cette grille de protection qui est l'une des conditions qui a été mise par aussi bien la Fédération ivoirienne de football que l'ONS. Cette visite de terrain du président du conseil régional du Kabadougou ne s'est pas limitée qu'au stade Mamadou Koulibaly. Souleymane Koné et son équipe se sont rendus sur le chantier du bitumage de l'axe Belegban-Odiéné. Une visite de terrain qui lui a permis de s'imprégner de l'évolution des travaux. Les responsables de l'entreprise en charge des travaux ont rassuré le président du conseil régional et son équipe de la fin des travaux dans les délais.
d'une distance de 112 km. Les travaux sont estimés à environ 40 milliards de francs CFA et seront livrés au cours du premier trimestre 2018. La ville de Dimbokro planche également sur son développement. Le conseil régional vient de faire le point de ses réalisations en la matière. On en sait plus avec Eugène Atoubé. Au quartier Belleville à Dimbokro, un ensemble de bâtiments en cours d'achèvement. C'est la future caserne que le conseil régional d'Unzi a fait construire pour l'ONPC, Office national de la protection civile. Un projet apprécié des populations comme nombreux autres du reste, entièrement achevé ou en cours d'exécution. La réponse aux besoins et aspirations des populations. À la dernière session du conseil régional, le président Guessant Kofi Bernard a présenté aux populations les acquis et surtout l'état des finances de la structure décentralisée et tout ce qu'il y a à faire dans cette région en termes de progrès et de développement. Le tout soutenu par un budget de 3 milliards 453 millions de francs CFA, dont 2 milliards 645 millions de francs CFA consacrés à l'investissement. Nous sommes une région d'Imoko, Bokanda, Kwaskwasiko. La population elle-même continue de voir les actes et les actions que nous posons. Mais on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Je demande à la population d'être indulgente. Vu la minceur de ce budget et face à l'énormité des besoins, les projets ont été exécutés par priorité. Ainsi, le conseil régional d'Unzi a réhabilité la salle des professeurs du lycée moderne de Dimbokro, construit une cantine scolaire à Bengassou, doté les villages de Boré et Yangokro en ouvrage de desserte en eau potable, quand Bendek Kwasiko recevait un centre de santé. Des villages aujourd'hui que l'on peut facilement rallier à partir des chefs-lieux du département que sont Bokanda, Kwasiko et Dimbokro même, des localités qui composent la région d'Unzi. Le désenclavement des localités, un grand défi que veut réussir le conseil régional d'Unzi. En culture, les Sénoufos de la région du Poro à Boaké veulent promouvoir et faire connaître le riche patrimoine aux autres peuples. Ils ont initié un rassemblement culturel dénommé le Festival des danses traditionnelles de la cité du Poro. On en parle avec Soro Corona et Kwadio Kwami. La culture est la seule chose qui reste à un peuple lorsqu'il a tout perdu. Cet adage, le peuple sénoufo veut s'en servir pour promouvoir son riche patrimoine culturel. Les cadres sénoufos des départements de Korogo, Sinematiali, Dikodougou et Mbengue, résidant à Bouaké, ont initié un festival des danses traditionnelles de la cité du Poro. La première édition du festival des danses traditionnelles de la cité du Poro a rassemblé plus de 3000 festivaliers et visiteurs. Les différents intervenants ont salué l'initiative. Cette volonté du peuple sénoufo de préserver et valoriser ses valeurs culturelles a été soutenue par le ministre des Transports, Amadou Kone, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a exhorté la jeunesse à s'inspirer de ce riche patrimoine pour construire une Côte d'Ivoire de paix, débarrassée de tout acte de violence. Faire en sorte que nos jeunes frères, nos sœurs, nos enfants qui sont ici à Boaké sachent ce que c'est que la culture, ce qu'il faut leur culture. Je souhaite que vous vous rapprochiez davantage, que vous allez faire vos initiations et qu'avec ce qu'on va vous inculquer là-bas, vous fassiez en sorte que nous travaillons à stabiliser davantage Boaké et stabiliser le pays, parce que ce pays en a besoin pour se développer. Les cadres sénoufos ont été invités à s'impliquer dans la promotion de leur culture. Rendez-vous est donc pris pour août 2018 pour la deuxième édition du Festival des danses traditionnelles de la cité du Poro. Abordons à présent le chapitre religion de cette édition. Le 9e et dernier vol des pèlerins a été effectué hier dimanche. Annonce faite par le directeur général des cultes, Messamba Bamba. Ce sont 4019 pèlerins sur 4050 prévus qui se sont envolés pour Médine. Demain mardi sera célébrée la fête de l'Assomption qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel.
Mais avant l'événement, les fidèles du diocèse d'Agboville se sont retrouvés au sanctuaire Notre-Dame de Bololi, à 30 km d'Abidjan, sur l'axe Abidjan-Adzopé. Ce pèlerinage va permettre de confier des intentions de prière à la Vierge Marie afin qu'elle intercède auprès de son fils. Grâce Kando. Axe Abidjan-Adzopé, petite escale à Bolobi, village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale économique ivoirienne. Cette bourgade est dédiée à la Vierge Marie. En prélude à la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie au ciel, les fidèles issus de plusieurs diocèses, dont Agboville, se sont donné rendez-vous au sanctuaire Notre-Dame du Rosaire. Exhortation, louanges sont les moments forts de cette rencontre spirituelle. L'objectif, c'est de prier pour notre pays, pour que la paix revienne dans notre pays. C'est de prier pour le monde, pour que la paix soit établie dans le monde. Mais nous prions surtout pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour de Dieu descende sur la terre pour brûler dans le cœur des hommes tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu et y allumer le feu de l'amour de Dieu. La méditation du rosaire est véritablement importante pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons montrer à tous les chrétiens catholiques, leur demander véritablement de pouvoir méditer et réciter le rosaire chaque jour de leur vie. Alors c'est ce que nous voulons inculquer véritablement à tous les chrétiens catholiques, de prendre à cœur la récitation du rosaire pour voir la puissance du rosaire et véritablement obtenir de la Vierge Marie grâce et bénédiction. Une procession mariale qui réjouit les fidèles. 800 mètres de distance parcourue, ponctuée par des méditations sur les mystères du rosaire. Ma présence se justifie par l'amour que j'ai pour Maman Marie. Nous sommes très liés. Quand je dis nous sommes très liés, je suis une adepte du rosaire. Et dans le rosaire, il y a la sanctification, il y a la paix et il y a beaucoup d'amour. Et je viens ici vraiment pour rendre hommage à notre maman. En venant ici, nous cherchons les grâces. Je crois en Marie parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses pour moi, pour ma famille et pour d'autres amis. Véritable communion avec la Vierge Marie, les fidèles chrétiens catholiques prient pour la fortification de leur foi. Marie, la Mère de Dieu élevée au ciel, sera commémorée ce mardi, jour de l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption? Que renferme ce terme? Quelle est l'origine de cette célébration? Honorine Anigori nous donne des réponses. La solennité de la fête de l'Assomption revêt une grande importance pour l'Église catholique. Quelle est l'origine de cette célébration? Cette fête de la Dormitio au VIe siècle va devenir au IXe siècle avec le concile de Mayence en 813 précisément. Ce qu'on a appelé dans le côté occidental de l'Empire romain, ce qu'on a appelé l'Assomption. Et c'est une fête à cette époque, au IXe siècle, en 813. Et après, cette fête va devenir petit à petit ce qu'on appelle dogme. Et en 1950, le 1er novembre, avec Pie XII, nous allons proclamer, nous allons définir, nous allons déclarer que la Vierge Marie, au terme de sa vie, a connu une élévation au ciel en corps et en âme. Pourquoi commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel? On célèbre cette fête justement pour faire prendre conscience aux chrétiens que l'être humain a de la valeur devant Dieu et que le oui de la Vierge Marie, de la jeune fille de Nazareth, c'est lui qui a fait d'elle l'Ancilla Domini, c'est-à-dire la servante du Seigneur, c'est lui qui l'a propulsée dans ce qu'on appelle la vénération des saints et lui a accordé la première place même des saints à travers le thème hyperdulie, c'est-à-dire la première place de la vénération qui revient à la Vierge Marie. La fête de l'Assomption représente beaucoup pour les chrétiens catholiques. Elle représente beaucoup pour moi et elle intercède vraiment pour moi. Donc chaque fois que j'ai un problème, j'ai un souci, que je ne sais pas, que je ne trouve pas de solution, je viens vers elle. La fête de l'Assomption, c'est une grâce pour nous. Venir magnifier Maman Marie, la vénérer et lui dire merci pour tous ses bienfaits, surtout dans notre vie de chaque jour. Sans elle, on n'est rien, sans elle, on ne peut rien. La fête de l'Assomption pour moi, c'est la reconnaissance à Maman Marie qui est notre protectrice, notre maman. C'est à elle que nous confions nos problèmes, tous nos désirs, tous nos projets. Donc c'est une fête de reconnaissance pour moi. La célébration de cette fête a été précédée par des neuvaines à Notre-Dame de l'Assomption sur les paroisses, notamment pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des intentions personnelles.
Du sport pour terminer, après plusieurs années d'interruption, le tournoi de l'UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines, reprend ses droits. Cette fois avec 16 pays. Pour cette édition, le Ghana, pays hôte, a abrité les tirages au sort. Et pour son premier match, la Côte d'Ivoire hérite du Togo, quand le Mali sera face à la Mauritanie, puis le Burkina Faso en découdra avec le Niger. Envoyé spécial, Eliane Tapé. 6 mois après le tournoi UFOA des clubs à Dakar, qui a vu le sacre de l'AS Tanda, l'Union des fédérations ouest-africaines de football remet le couvert avec cette fois-ci la compétition UFOA réservée aux sélections nationales. 16 pays des zones A et B de l'instance sous-régionale sont concernés par ce tournoi. Une phase de poule à élimination directe permettra aux équipes qualifiées d'accéder aux demi-finales. Pour son premier match, la Côte d'Ivoire croisera le fer avec le Togo. D'autres rencontres telles que Mali, Mauritanie, Burkina Faso versus Niger sont également à l'affiche. Côte d'Ivoire-Togo, c'est toujours une belle affiche. C'est une affiche qui ne manque jamais de piment. C'est un derby ouest-africain, mais c'est jouable pour nos éléphants. Le Mali, c'est une équipe, une formation qui monte en puissance. Nous allons aborder ce match avec le maximum de sérénité, puisqu'après tout, comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous connaissons. C'est vrai que c'est une équipe qui est en train de faire du beau travail sur le terrain. Pour autant, le Mali aussi est en train de monter en puissance en matière footballistique. En veilleuse depuis 2011, cette compétition renaît de ses cendres. À l'image du CHAN, elle est réservée aux joueurs issus des championnats locaux. Sur le plan financier, le tournoi UFOA des Nations s'annonce alléchant. Non seulement le partenaire prend en charge tout, depuis la billetterie, le transport local, la nourriture, l'hébergement. En plus de cela, toutes les équipes participantes, même le dernier du tournoi, aura $5 000. Notons que cette compétition aura lieu du 9 au 24 septembre prochain au Ghana, dans les villes de Sekondi, Takoradi et Cape Coast. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.